Merci d'abord pour votre invitation. On a mis un certain temps pour la concrétiser, pour des questions simplement d'agenda. Ça y est. Ça y est. Merci. C'est vrai que je suis un économiste, mais je n'ai pas toujours été. J'ai commencé comme physicien. Et un des sujets sur lesquels j'ai travaillé en économie, à savoir la gestion d'incertitude, a eu son point de départ pendant les 3 jours où à Bruxelles, j'étais à l'université de Bruxelles, comme étudiant en dernière année en physique. C'était le 50e anniversaire des conférences Solvay. Pour ça, on avait évidemment invité tous les grands anciens qui étaient fort en vie. Pas Einstein, pas Marie Curie, pas Planck. Mais il y avait Heisenberg. Et j'ai été assigné comme boy de Heisenberg pendant 3 jours. Chaque étudiant avait un autre à aider. Alors l'idée c'était qu'il fallait qu'on au réfectoire, éventuellement sortir à Bruxelles s'il avait envie de faire un tour, aller au cinéma, enfin être à son service quoi. Et lui, la seule chose qui l'intéressait c'était de discuter physique. Il m'a traité pendant 3 jours comme un étudiant en doctorat. Il m'a raconté comment il était arrivé au principe d'incertitude. C'était absolument fascinant. Et ça m'est resté. Et en particulier, nous ne nous sommes pas rendus compte, ni moi à l'époque, parce que nous étions, bon, lui le génie, moi l'étudiant, nous étions tous les deux des physiciens. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en 1921, quelqu'un qui n'était pas un physicien, John Maynard Keynes, avait écrit un livre sur le calcul des probabilités, où il attire l'attention sur la nécessité de distinguer très soigneusement l'incertitude probabilisable, avec des probabilités objectives, qui finalement est facile à traiter, et puis l'incertitude intrinsèque, où il n'y a pas de probabilité objective, et où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des principes, des méthodes structurantes. Autrement dit, on aurait dû appeler le principe de Heisenberg le principe du risque, parce que le risque, c'est l'incertitude entièrement structurée par des probabilités. Mais évidemment, le risque des particules élémentaires, ça aurait paru un peu bizarre. Et puis, de toute façon, il n'y avait absolument pas pensé. Ni lui ni moi, nous n'imaginions faire cette distinction. Et c'est resté le principe d'incertitude. Et c'est comme ça qu'il apparaît dans le dernier roman de Ferrari, d'ailleurs. Le principe, c'est le principe d'incertitude. Avec un portrait de Heisenberg qui m'a... Je crois qu'il ne l'a jamais rencontré. Il a saisi des traits essentiels du personnage. Ça m'a évoqué beaucoup de choses. Donc j'étais physicien, et je dirais heureusement, parce que dans le livre sur lequel nous travaillons, Laurence Tubiana et moi, et dont le titre sera vraisemblablement Le capital naturel au XXIe siècle, suggéré par un certain Thomas Piketty. Si je n'avais pas une formation de scientifique de la nature, je n'arriverais pas à le faire. Mais nous ne pouvons pas le publier pour l'instant, ce serait trop dangereux pour Laurence Tubiana. On pourrait trop facilement saisir dans ce travail d'académique des phrases qui ne seraient pas compatibles avec ses responsabilités diplomatiques actuelles, donc on va attendre l'année prochaine. Voilà. Évidemment, ce sur quoi vous travaillez est évidemment fort présent dans nos réflexions, dans notre travail. Et je vais commencer par une phrase que j'ai lue sur les murs de Cîteaux, la maison mère des cisterciens. Le moine cistercien habite le monde comme un hôte. L'hôte se sait de passage. Il veille à traiter avec égard et respect ce qui lui est simplement confié. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de cisterciens sur la planète. Il y a un peu plus de Suédois. Je vais parler des Suédois un peu comme une peuplade étrange qui fait des choses différentes et qui a un sens des communs que d'autres n'ont pas. Et ça a des effets extrêmement opérationnels.
Avant ça, je voudrais insister sur le fait que dans l'économie, dans les écrits économiques, dans les recherches économiques dominantes, mainstream, comme on dit, les communs n'apparaissent pas beaucoup. Ce qui apparaît beaucoup plus, c'est la notion de bien public. Cette notion de bien public, je l'ai trouvée, enfin, pour l'expliquer aux étudiants, j'utilise une observation de quelqu'un qui a plus d'intuition économique qu'on ne pourrait le croire, c'est Victor Hugo. Dans un pamphlet qu'il a écrit en 1832, La guerre aux démolisseurs, à l'époque où on démolissait systématiquement ce qui restait après la Révolution de bâtiments anciens, en particulier du Moyen-Âge. Ce pamphlet a d'ailleurs, en quelque sorte, ouvert la voie, aidé Mérimée quand il a pris en charge le retournement de la politique. Et alors, il dit deux choses. Enfin, il dit qu'il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, ce que les économistes appellent un bien privatif, même si en droit il n'est pas privé. Et sa beauté est à tout le monde, à vous, à moi, à nous. Dans un contexte complètement différent, ce concept de bien public est précisé par Thomas Jefferson. Mais c'est le contexte de la propriété intellectuelle. En Amérique, quand vous faites un exposé qui doit durer, disons, un certain temps, au-delà d'une demi-heure, inévitablement, il faut que vous fassiez une blague ou deux. Le président Kennedy, je pense que c'était en 62, a reçu à la Maison-Blanche, plutôt dans une annexe à la Maison-Blanche, parce qu'il fallait une salle suffisamment grande, tous les prix Nobel américains vivants. Et bon, il a fait ce qu'il fallait, et puis la blague est venue. Il n'y a jamais eu une telle concentration de puissance intellectuelle dans cette salle, depuis que le président Jefferson, tout seul, assis là, rédigeait le premier code de la propriété intellectuelle de notre pays. Et Jefferson s'explique dans une lettre à un ami, il dit « He who receives an idea from me receives instruction himself without listening me. » Il n'y a pas d'exclusion. « As he who lights his taper at mine receives light without darkening. » Cette propriété fondamentale de non-exclusion des biens publics, elle est admirablement résumée ici, et à propos d'un bien public qui est évidemment la connaissance. Comme disait Joseph Schumpeter, c'est malheureux qu'il faille faire des brevets, parce qu'effectivement c'est un bien public. Mais de l'autre côté, si on ne fait pas des brevets, on n'a pas de mécanisme d'incitation. C'était pas tout à fait exact, mais bon. Newton, dans la même veine, a été encore plus, comment dirais-je, plus concis. Il dit ceci: si j'ai vu au loin, c'est parce que j'étais sur les épaules des géants qui m'ont précédé. Et tout le thème que nous avons développé, Joe Stiglitz et moi, dans le papier que nous avons fait sur les perspectives de la propriété intellectuelle, c'était: ne privatisez pas les épaules des géants. Elles sont des biens publics, d'une certaine manière des communs. Elianor Ostrom, qui n'était pas économiste, mais qui a eu le prix Nobel d'économie, a éclairci le rapport entre bien public et commun dans le sens suivant. Ce qu'elle appelle les Common Pool Resources ont un caractère de bien public, ont les caractéristiques que les économistes attachent au bien public, mais en même temps
sont l'objet de mécanismes de gouvernance. Et c'est en ce sens, pour elle, qu'il y a commun, au-delà de la simple caractéristique, en quelque sorte objective, de caractère de bien public. Je suis désolé. C'est le petit crayon. Merci. Ah, merci beaucoup. Génial. Et voilà. Et le climat. Nick Stern a souvent qualifié le climat, soit le changement climatique, soit du plus gigantesque effet externe que l'humanité ait jamais connu, et à d'autres moments, et c'est compatible, le climat comme étant l'ultime bien public auquel l'humanité est confrontée. Je vais m'appuyer sur ce qui s'est passé depuis 1980 en Suède pour éclairer les rapports entre environnement, climat et bien public et commun. Car il y a beaucoup d'éléments de gouvernance au sens de Elinor Ostrom. Dans les années 80, les Suédois, comme leurs voisins, comme les Allemands, étaient de plus en plus préoccupés par la pollution atmosphérique qui détruisait leurs forêts et leurs lacs. Ce que les Allemands appelaient la Waldsterben. Alors, pour les Suédois en particulier, c'était très sensible parce que les forêts suédoises sont essentiellement des forêts de conifères, c'est-à-dire que les aiguilles ne se renouvellent qu'à un rythme de 3 ou 4 ans. Par conséquent, elles absorbent, elles concentrent la pollution atmosphérique, en particulier la pire pour eux à l'époque, c'était le SO2, les oxydes de soufre. Et il se fait aussi que la base naturelle aquatique, les lacs, en Suède sont naturellement assez acides. Alors si vous en remettez, les effets deviennent rapidement dévastateurs. C'est intéressant d'ailleurs ce genre de phénomène. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film de la période anglophone de René Clair qui s'appelle It Happened Tomorrow, où un journaliste lit le journal du lendemain. Et un jour, il lit l'annonce de sa mort. Alors c'est un effort frénétique pour faire mentir le journal, tourner autour des circonstances qui vont provoquer sa mort. Et nous avons ça en matière environnementale. Un très bon exemple, c'est l'exemple de l'acidification de l'océan due au changement climatique au large des côtes de l'État de Washington et de la Colombie-Britannique. Parce que les eaux là-bas sont étonnamment déjà naturellement acides. Et par conséquent, en quelque sorte, l'acidification supplémentaire provoquée par le changement climatique crée là-bas les conditions qui prévaudront, si ça continue, d'une manière générale dans les océans. Donc c'est... Et le résultat, c'est qu'on ne peut plus, élever des huîtres sur cette côte. Le plus gros éleveur d'huîtres de toute la côte nord-ouest des États-Unis se lamentait récemment en disant mes naissins ne font plus de coquilles, ne font plus de... Comment? Coquilles, oui. Ouais, de coquilles. Ouais, c'est ça. On ne peut plus faire d'huîtres. Mais pour la pollution des lacs en Suède, c'était un peu ça. C'était plus pollué que ce n'était ailleurs parce que, au départ, l'état était déjà relativement acide.
Alors, le suédois, qui comme le français aime bien une résidence secondaire dans la forêt au bord d'un lac, la forêt elle jaunissait et dans le lac les poissons pleuvaient. Donc c'était motivé. Pendant 10 ans, ils se sont écharpés sur, les moyens de faire face. Il y avait un petit groupe d'économistes suédois, jeunes, qui avaient animé la conférence de l'environnement, la première conférence mondiale d'environnement de Stockholm, 10 ans avant, qui prônaient des instruments économiques. L'idée c'était, faites payer aux pollueurs le prix des dommages qu'ils créent. Alors, réponse, pour faire payer, comment, quel mécanisme? En Suède, c'était évident, les impôts. Aux États-Unis, c'était évident aussi, jamais les impôts. Donc les Américains ont inventé autre chose, le gouvernement social-démocrate, la Suède a eu essentiellement des gouvernements sociaux-démocrates depuis 1930, le mécanisme de prix, c'était pas son truc. Il fallait des interdictions, encadrer, des normes, et puis les Suédois étant des gens civiques, on appelait à leur sens civique précisément. Quant aux petits partis verts qui prenaient de l'importance à l'époque, c'était anathème. On ne va pas faire payer la nature, ce serait la réserver aux riches. Enfin, c'est intolérable. Et ça a duré une petite dizaine d'années, jusqu'au moment où les élections législatives, qui sont les seules élections importantes en Suède, en 1988, se sont pointées. Et la campagne, bien entendu, a beaucoup tourné et retourné autour de ces inquiétudes, de ces faits, d'ailleurs de cette évolution de la pollution la pollution atmosphérique par le soufre et accessoirement par l'azote. Et puis les positions étaient un peu figées, jusqu'au jour où il y a eu une révolution de palais dans le petit parti vert qui montait. Et un nouveau président a été élu. Et là, il a fait un scoop. Peu de temps après son élection, il a dit on n'arrive à rien, on va dans le mur, les économistes ont raison. Mais si nous imposons des taxes sur les pollutions, ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Cet argent doit en ressortir immédiatement, sous la forme de réduction d'autres impôts, des impôts classiques qui pèsent lourdement sur les Suédois, en particulier évidemment l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, opération neutre au niveau des finances publiques. Nous allons changer les incitations, nous n'allons pas changer la part du produit national brut qui va à l'État. Le succès a été foudroyant. Les Suédois ont retenu les deux aspects. On va faire quelque chose qui peut-être va réussir enfin en matière de pollution, et en plus, on va nous réduire les impôts les plus pénibles que nous payons. Excuse-moi si je vois une précision. L'impôt était sur le carburant, par exemple? Ça va venir. Pardon, excusez-moi. Non, c'est des ça va venir, je vais dire ce qu'il en est dans la loi qui a suivi. D'accord, excusez-moi. Ce qui est évidemment le point important, vous avez raison. Donc l'opinion publique immédiatement a marché, moyennant quoi le Parti social-démocrate a sauté dans le train. Ils ont fait une alliance avec les Verts et avec un programme de réforme fiscale très profonde au cas où ils auraient la majorité, ce qu'ils ont eu aux élections 88. Ensuite, ils ont préparé une loi qui pour une fois était parfaitement conforme à leurs promesses. Et cette loi est passée, a été votée en 90. Et au niveau de la Suède, mais aussi au niveau de l'exemple que cela donne, cette loi est aussi révolutionnaire que ce qu'elle ne fait pas pour le moment.
toutes les formes de dommages au capital naturel ont été taxées. Autrement dit, les émissions dans l'air, la pollution de l'eau, l'usage des engrais par les agriculteurs, le mauvais traitement des déchets, etc. etc. Le filet n'a rien laissé échapper. Et le résultat, c'est que 7% du produit national brut ont été transférés à des taxes sur les diverses composantes du capital naturel. C'est énorme. Jamais aucun pays, depuis la dernière guerre mondiale, n'a fait une réforme fiscale aussi radicale. La réforme Reagan a déplacé 2% du produit national brut américain. Et en contrepartie, les impôts, les réductions avaient été promises, ont été significativement, évidemment, puisqu'il y avait la ressource, diminuée. Il y avait même, et pourtant la conscience n'était pas très aiguë à l'époque, il y avait même une taxe sur le CO2, anticipant en quelque sorte les problèmes climatiques qui allaient venir. Cette taxe sur les CO2 a été, disent les Suédois, fixée initialement à un niveau modeste de 17 € par tonne, puisque la France n'a jamais osé ici. Ce niveau modeste, il était clairement annoncé qu'il augmenterait. Et la trajectoire d'augmentation a été annoncée pour que les industries suédoises puissent s'adapter. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 120 € par tonne. Là-bas. En Suède. Alors évidemment, la réaction, en particulier aux États-Unis, c'est qu'ils sont vraiment fous, ces Suédois. Je me rappelle d'avoir à ce moment-là parlé avec un économiste britannique, un collègue britannique, professeur Pierce, qui malheureusement est mort peu de temps après. Il avait été invité par Mitterrand. Mitterrand voulait des leçons à l'époque sur la manière de traiter économiquement l'environnement. Et il m'avait dit, récemment, Mme Thatcher m'a coincé, elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils font en Suède? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils sont en train de détruire leur économie? Et c'est en lui répondant qu'il a inventé une expression qui depuis a été reprise souvent dans les discussions là-dessus, l'expression du double dividende. Vous avez un premier dividende parce que vous ramenez les pollutions à un niveau, disons, sensiblement plus raisonnable. D'autre part, vous avez un second dividende parce que vous diminuez des impôts qui, eux, créent des distorsions dans l'économie, qui changent dans un sens négatif les comportements. Si vous chargez trop les entreprises, en particulier les cadres d'entreprise, ils vont moins travailler, ils vont partir à l'étranger, ainsi de suite. Autrement dit, les impôts traditionnels créent des distorsions. Si vous les baissez au profit d'un impôt qui en corrige, vous avez un double dividende. Madame Thatcher a été débarquée peu après, mais son successeur, le Premier ministre Major, a en partie retenu la leçon. Donc voilà la Suède sur une trajectoire étonnante. Ce qui avait été déterminé par la loi, c'est les objectifs que l'on veut atteindre. Exemple, pour ce qui est de la pollution la pollution de l'air par le soufre, diminuer de 70%. Entre 90 et 2000. Puis à partir de là, ils avaient estimé quel était le niveau incitatif qui conduirait les agents économiques à avoir des comportements qui conduiraient à ce résultat. Et ce niveau incitatif était de
40 000 SEK, les SEK c'est la monnaie, disons 1500 $ par tonne de SO2. À l'époque c'était 100 fois le taux français. Ça a marché. Pour l'azote c'était un peu plus dur parce que les sources d'azote sont beaucoup plus dispersées, c'est plus difficile de les traiter. Disons que pour l'azote, ils ont fait seulement 80% de leur cible. Mais pour le soufre, c'était exactement ce qu'ils souhaitaient, à 2% près. Je ne vais pas détailler dans les autres secteurs. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'agriculture, qui reste une agriculture largement industrielle en Suède, utilise par tonne de blé produite, par exemple, sensiblement moins de fertilisants chimiques qu'en France, aux États-Unis ou a fortiori en Chine, où c'est absolument dément. Concentrons-nous sur le climat. La taxe sur le CO2 a été augmentée le long de la trajectoire qui avait été annoncée. Il avait aussi été annoncé que les industries exposées à la concurrence internationale paieraient moitié prix. Du point de vue d'un économiste, ce n'est pas rationnel, mais du point de vue effectivement de la sauvegarde de certaines industries suédoises, ça l'était. Et de toute façon, moitié prix, vous voyez quand même que ça signifie que au 1er janvier 2016, ces industries qui ont été très limitativement définies payeront 70 € par tonne. Si nous en étions là, si le monde en était là, ce serait déjà très bien. Une taxe sur le CO2, au niveau où elle est imposée en Suède. La Suède a été imitée par la Norvège, la Finlande, dans une plus faible mesure que le Danemark, qui a préféré mettre l'accent sur les énergies renouvelables, et par les Pays-Bas. Il semble que demain, M. Xi annoncera non pas une intervention à la suédoise, mais une intervention par la création de marchés de droit sur les émissions de CO2. On en parlera tout à l'heure. Cette fois-ci nationale, pas seulement expérimentale dans des régions de Chine. Il ne fait pas de doute que pour certaines catégories de citoyens, une taxe sur le CO2, quand elle prend des proportions suffisantes pour se répercuter dans le prix des carburants de façon significative, et donc avoir effectivement une action incitative, elle est régressive. Le titulaire de revenus modestes habitant en lointaine banlieue et qui n'est pas à proximité d'une gare est incontestablement pénalisé, alors que celui qui habite au centre de Stockholm, dans une des îles chics, et n'a évidemment pas de voiture, c'est-à-dire que sa voiture il l'a à sa maison de campagne, il n'est pas pénalisé. Ceux qui sont réduits à avoir des chauffages individuels sont beaucoup plus pénalisés que ceux qui sont sur les chauffages urbains, fort répandus dans les villes nordiques, parce que le chauffage urbain, maintenant, l'effet des taxes, donc des prix, a été tel qu'il n'y a plus de chauffage urbain au combustible fossile. Le chauffage urbain est entièrement utilise des combustibles qui sont alternatifs. En particulier, les chaudières à petites pastilles de bois utilisées par ces chauffages urbains sont une productivité extraordinaire.
J'en ai vu une chez un agriculteur de l'Oise. C'est vraiment étonnant, le rendement que ça peut avoir. Alors vous me direz, à quoi ça sert de faire tout ça si c'est pour brûler les forêts dans les chauffages urbains? Non, c'est des déchets de bois. De toute façon, la forêt suédoise, comme toutes les forêts du nord, plus ou moins boréales, sont exploitées régulièrement. Ce qui intéresse les exploitants, c'est les troncs. Tout le reste, c'est jeté. Si vous utilisez ce qui est jeté, vous ne faites pas, en quelque sorte, un grand sacrifice naturel. Il faut dire aussi que la Suède a de la chance, et aussi du réalisme. On ne fait pratiquement pas, on n'a jamais, enfin récemment, depuis un certain temps, on ne fait plus de l'électricité en Suède avec des combustibles fossiles. Une bonne moitié c'est l'hydraulique, ça c'est la chance, et 30% c'est le nucléaire, et ça c'est la détermination. Après une décision ancienne de renoncer au nucléaire, ils ont fait une analyse qui les ont conduits à dire de toute façon ce qui est prioritaire c'est le climat, donc on garde le nucléaire. Et comme ils ont une autorité de régulation de sécurité qui est extrêmement sévère, véritablement indépendante, dans une bonne tradition nordique, dès qu'il y a un indice de quelque chose qui ne va pas dans une centrale, on arrête. En France aussi maintenant. Ça n'a pas été toujours le cas, mais c'est le cas. Mais ça reste l'exception dans l'industrie nucléaire. Donc, il y a aussi un facteur de chance. De la même manière que les Danois ont la grande chance d'avoir les Norvégiens comme voisins et de pouvoir les utiliser comme backup énergie lorsque leurs éoliennes ne tournent pas. Encore faut-il que la chance, si on l'utilise intelligemment, c'est quand même mieux que si on la gaspille. Ça, on peut dire qu'ils l'utilisent intelligemment. Ça n'a pas été seulement ça. Ça a été le fait qu'ils ont pris très au sérieux le problème du caractère régressif du CO2 pour certaines catégories sociales et géographiques. Si vous avez des revenus modestes en centre-ville, vous n'êtes pas atteint. Si vous avez des revenus modestes en grande banlieue, vous êtes atteint. Sauf si vous avez des gares à proximité. Alors, en même temps qu'ils ont mis ça en place de 90 à maintenant, donc ça fait quand même une marge de temps assez importante, ils ont réorganisé le réseau national et régional autour des grandes villes de transport en commun. Ils ont construit des lignes de chemin de fer, ils ont construit des gares supplémentaires, ils ont bien, comment dirais-je, articulé ça avec de nouvelles lignes d'autobus, roulant de plus en plus au carburant, au biocarburant, ce qui est en partie une fameuse hypocrisie, parce que le biocarburant qui s'importe du Brésil, c'est quand même pas quelque chose de complètement recommandable. Mais, avec la deuxième génération de biocarburants, quand ils traitent les déchets de bois de leur propre forêt, là, c'est différent. Mais ça reste minoritaire, c'est quand même largement du biocarburant importé du Brésil. Le bilan n'est pas aussi mauvais que le biocarburant de l'Iowa ou de l'Idaho, mais c'est quand même pas très bon. On n'entame pas la forêt amazonienne, parce que c'est pas de ce côté-là que c'est produit, c'est la canne à sucre. Mais néanmoins, il y a beaucoup de réticences justifiées vis-à-vis de cet usage, donc il faudra que, progressivement, ils utilisent des technologies qu'ils ont développées de traitement de leurs déchets de bois ou agricoles pour faire en deuxième génération des biocarburants avec des catalyseurs et non plus en brûlant des combustibles fossiles comme en Amérique. Donc, à tous égards, et ça, je me rappelle d'une discussion à l'Élysée du temps où M. Sarkozy était président, à tous égards, ils ont une politique cohérente. Une taxe CO2, c'est un élément d'une réforme fiscale.
Et une réforme fiscale, c'est un élément d'une politique économique et sociale générale. Ça, Sarkozy, il a pas l'air de comprendre. Et il s'est planté parce qu'évidemment, il a dû bien reconnaître qu'il fallait traiter le problème de la régressivité des taxes CO2, mais il l'a traité de la pire des façons, en tuant la taxe. Il l'a traité à l'intérieur de la taxe, c'est-à-dire en exonérant certaines catégories. Il a été même tellement loin que le Conseil constitutionnel a dit il y a inégalité là, raf, terminé. C'est peut-être la leçon essentielle. On ne peut traiter le climat, on ne peut traiter avec des instruments économiques, il y en a d'autres, les questions de changement climatique, que si on les insère dans une politique publique qui est à la fois une portée fiscale et une portée générale suffisamment ouverte, suffisamment large. Mais il faut aller au-delà de l'économie. Vous ne mobilisez pas une population, et c'est toute la population qu'il faut mobiliser. Vous ne la mobilisez pas seulement de manière négative par des prix. Il faut aussi la mobiliser de manière positive, par des objectifs, par des valeurs qui soient partagées. Et quand je dis qu'elles soient partagées, qu'elles ne soient pas jour après jour déniées, contestées par une partie importante du personnel politique et des entreprises. C'est dans cet esprit que l'alternance venant, puisque en 2000, le gouvernement social-démocrate a été défait, enfin l'alliance démocrate verte a été défaite par l'alliance de droite, qui est restée au pouvoir jusqu'il y a un an. Les uns et les autres ont décidé qu'il y avait un domaine qui devait échapper à des positions partisanes, et que c'était l'environnement, et en particulier le climat. Et ils ont remis les décisions en matière d'environnement, en matière de suivi et d'extension de la fameuse loi de 90, ils les ont remis entre les mains d'un comité multipartisan du Parlement, le Riksdag suédois. Le gouvernement fait des propositions, il ne décide pas. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce qu'ils appellent le All Party Committee on Environmental Objectives. Ils en ont fait la publicité en anglais, naturellement. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'objectif fixé par ce comité, qui est en bonne résonance avec l'opinion publique, a été mis en œuvre. L'objectif général de la politique environnementale suédoise est de laisser en héritage à la prochaine génération une société dans laquelle les principaux problèmes d'environnement en Suède auront été résolus. Sans pour autant, ça c'est l'internationalisme suédois, sans pour autant générer des problèmes environnementaux ou sanitaires au-delà des frontières du pays. Alors où est-ce qu'ils en sont ? Au point de vue des pollutions régionales, en particulier la pollution de l'air ou la pollution de l'eau, ils ont atteint leurs objectifs et les gens étaient très attentifs à ça, parce que ça c'est leur vie quotidienne. Au point de vue contribution au climat, la taxe CO2, c'est intéressant, hein, empiriquement d'ailleurs, ça donne des leçons pour nous. La taxe CO2 a commencé à mordre sur les comportements, à changer les comportements, en particulier des entreprises, après 10 ans. Elle est partie en 90 à 17 €, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais à la fin du siècle, elle avait triplé. Ça, visiblement, ça a commencé à avoir un effet. Entre 90 et 2000, on ne voit pas de baisse significative de la pollution, des émissions de CO2. À partir de 2000, là, clairement, entre 2000 et 2014, moins 16%. Et maintenant, la pente est telle qu'on peut penser à un nouveau moins 20%, pourtant partant d'un niveau déjà vertueux, d'ici 2020.
Sur le plan de la vie des gens, on se chauffe donc maintenant pratiquement plus avec des combustibles fossiles en Suède. Encore une fois, c'est facilité par l'hydraulique, mais l'hydraulique n'aurait pas pu faire la chose toute seule. En 2030, il prévoit, oh, vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez, hein. Tout le monde prévoit, et des choses en matière d'environnement, c'est toujours la haute du Père Noël. Ici, en général, ce qu'il prévoit est fait. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. Il prévoit qu'il n'y aura plus que 20% des véhicules en Suède qui utiliseront du combustible fossile. Il y a un petit bémol, à condition que les progrès en matière de production de combustible, de biocarburants, se confirment. Enfin, il y a des chances qu'ils se confirment parce que même si les biocarburants de deuxième génération, donc à partir des déchets de bois ou d'agriculture, resteront sans doute assez coûteux du fait que le processus de production est coûteux. Il est coûteux non pas en énergie puisqu'ils utilisent des catalyseurs, mais il est coûteux parce qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est difficile de faire des biocarburants à partir de produits ligneux. C'est plus facile à partir de la paille, mais c'est quand même surtout des produits ligneux qu'ils ont. Mais il y a d'autres perspectives. Entre parenthèses, je ne vais pas la faire longue, la parenthèse, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant de voir à quel point, quand on a ce genre d'objectif en tête et en action, on peut être inventif. On a découvert récemment qu'un très bon candidat pour faire des combustibles, des biocarburants, bon, il y a les algues. Mais les algues, ça en marque un peu le pas pour l'instant. Il y a des difficultés techniques qui n'avaient pas été bien vues au départ. Il y a aussi la biologie synthétique de M. Craig Venter. Mais bon, là, c'est peut-être un peu inflaté. Mais on a découvert, c'est simplement un exemple qui montre que quand on a besoin, on découvre des tas de choses. Et on a des ressources, en particulier technologiques, qui se dégagent, qui sont étonnantes. On a découvert qu'un très bon précurseur pourrait être la lentille d'eau. Alors, vous savez pas ce que c'est, la lentille d'eau. C'est une toute petite fleur qui prospère sur les plans d'eau pollués. Pollués par les engrais, par l'excédent des engrais chimiques, en particulier des engrais nitrates. En fait, c'est la plus petite fleur qui existe. Et elle se reproduit à une vitesse étonnante parce qu'elle se reproduit par clonage. Donc ça va vite. C'est d'une fleur à l'autre. Doublement en un jour. Pourquoi est-ce qu'elle a attiré l'attention? Essentiellement, elle a été utilisée pour faire de la biorémédiation, c'est-à-dire pour absorber des pollutions, puisqu'elle mange les excédents de nitrate, ça c'est très bien. Et à ce moment-là, on les récolte, et puis on les jette ou on les brûle. Mais non, il ne faut pas les jeter. Elles ont un contenu en lipides qui est extrêmement élevé, et un contenu en ligneux qui est extrêmement bas. Par conséquent, elles sont idéales pour faire des biocarburants à un coût nettement inférieur au coût quand vous devez traiter beaucoup de produits ligneux. Alors la science étant la science et les scientifiques étant les scientifiques, ils ont dit mais on peut améliorer ça. On a décrypté le génome, ce qui maintenant est très rapide, et on s'est rendu compte que on pouvait faire de l'épigénétique pour augmenter le contenu en lipides et diminuer encore davantage le contenu ligneux. Autrement dit, c'est de la modification génétique, mais non, pas génétique, épigénétique. Il s'agissait de travailler sur les épigènes qui commandent l'action des gènes
favorable à la production de produits lipides, et au contraire, fermer, arrêter les gènes qui commandent l'action des produits ligneux. Je suis assez partisan dans l'approche scientifique et technique pour le développement de la recommandation que Einstein faisait à ses étudiants en physique, d'utiliser les mathématiques les plus simples possibles, mais pas plus simples. Autrement dit, pas de sophistication pour le plaisir de la sophistication, mais approfondissez, améliorez aussi longtemps que c'est efficace. Et ceci en est un exemple. Donc, voilà où en sont les Suédois. Ils sont en quelque... Si, on pourrait dire ceci, si toute l'humanité était suédoise et était sur une trajectoire comparable à celle de la Suède, on n'aurait plus de problème de changement climatique. Mais c'est pas rationnel tout ça. Pour les Suédois, c'est parfaitement rationnel de lutter contre la pollution par le soufre, parce que ça détruit leur forêt, ça détruit leurs poissons. Mais le CO2, qu'est-ce que ça change, tous les efforts qu'ils font? Pour un Suédois, il y a 34 Américains. Pour un Suédois, il y a 148 Chinois. Tout ce que peuvent faire les Suédois n'aura aucun effet sur le climat. Quand on discute de ça avec les collègues suédois, ils disent oui, c'est vrai. Mais c'est une vue trop limitée, la rationalité. Nous montrons qu'il est possible. Nous avons un modèle. Ce modèle, il va être imité. Et quand il sera imité, nos opérateurs, nos industries, nos bureaux conseils seront admirablement placés pour avoir des marchés extrêmement intéressants à travers le monde. Ils en ont déjà d'ailleurs. 2, ça ne coûte pas si cher que ça de respecter notre politique environnementale et en particulier d'être soumis aux prix auxquels sont soumis les entreprises et les consommateurs. Pour ce qui est des citoyens, si on a les politiques cohérentes, correctrices, c'est pas un poids pour eux. Pour les entreprises, oui, ça leur coûte de l'argent. Mais ça les amène aussi à rationaliser plus vite et plus fort leur processus de production que les concurrents étrangers. D'ailleurs, voyez le résultat. Entre 1990 et 2015, notre produit national brut a augmenté de 52%. Nos émissions de CO2 ont diminué de 20%. C'est pas contradictoire. Nous sommes une des économies les plus prospères de la planète, tout en ayant une politique sociale qui est certes moins généreuse qu'elle ne l'était il y a 20 ans, mais néanmoins, comparée à celle d'autres pays, on est quand même dans le peloton de tête. Nous avons un environnement, ça c'est évidemment, c'est une mesure régionale, pas globale. Nous avons un environnement qui est beaucoup plus satisfaisant pour les Suédois et les visiteurs qu'il ne l'était en 90. Et c'est bon pour le moral. On est content d'être là. Ça n'a pas convaincu le président Bush. Non. George H.W., le père. Le père était très différent du fils. Même qu'au début de son mandat, il a convoqué une conférence sur une politique mondiale de l'environnement, où il a convoqué tous les ministres de la science et de l'environnement de la planète, ou à peu près, du moins, disons l'équivalent du G20, ainsi que des experts. Je ne me suis jamais pardonné d'être tombé malade et d'avoir pas pu aller à cette réunion. Et les déclarations étaient grandioses. Seulement, en 92 à Rio, il a déclaré
pouvez raconter ce que vous voulez, the American way of life is not négociable. Bon, il est évident que l'American way of life est incompatible avec un traitement sérieux du changement climatique. Quant aux Chinois, il semble que ça aille mieux, mais encore récemment, le représentant spécial du gouvernement chinois aux négociations climatiques, donc l'équivalent de Madame Tubiana, disait « Nous ne pouvons pas accepter que la protection du climat soit humanity's common ». Les intérêts nationaux doivent passer d'abord. La conscience de ce que représenterait le changement climatique et d'autre part les pollutions dont il souffre semble avoir fait évoluer leur position. De même que les positions américaines évoluent. Elles évoluent vite, souterrainement. Si vous regardez les enquêtes d'opinion que fait le Pew Center, qui est spécialisé dans décrypter l'état d'esprit des Américains vis-à-vis de l'environnement et du climat, l'évolution est rapide depuis un an et demi. On en arrive même à ce que la moitié des électeurs qui se disent républicains disent aussi qu'ils reconnaissent l'origine humaine du changement climatique et la nécessité de faire face. Autrement dit, c'est en train de tirer le tapis sous les pieds des élus républicains qui pourraient se retrouver un peu nus, effectivement, dans 2 ou 3 ans. Obama a raison de ce point de vue. Et des gens qui semblent avoir compris, c'est les sénateurs républicains, c'est les sénateurs démocrates. Ils ont décidé de présenter un projet de loi, ces jours-ci, au Sénat, qui ne passera pas, parce qu'ils sont minoritaires, mais un projet de loi extrêmement ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique. La seule chose qui ne s'y trouve pas, parce que ça quand même ils n'ont pas osé, c'est qu'il fallait mettre un prix sur les émissions de CO2. Mais le reste est un encadrement d'une politique qui serait révolutionnaire aux États-Unis, qui n'a aucune chance d'être adoptée pour le moment, mais qui peut être, plus que ne le croient les républicains, une bonne plateforme électorale en 2016. Ça bouge en profondeur. Et les deniers, ceux qui, financés en partie par Exxon et autres, ou Peabody, systématiquement nient la science, calomnient les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique. Ils se réduisent comme peau de chagrin. On n'entend plus que les extrémistes du genre des frères Koch. Donc il se passe quelque chose aux États-Unis, c'est clair. Et beaucoup d'entreprises réclament un prix directeur du CO2. Parce qu'elles disent, sinon on ne peut plus faire nos prévisions. Ça va venir, donc il faudrait que ça vienne vite. Bon, les Françaises disent ça aussi d'ailleurs, mais c'est moins étonnant. À telle enseigne qu'à l'intérieur de sa comptabilité, dans l'évaluation de ses projets de développement, Exxon utilise un prix nominal du CO2 à $60 la tonne. Alors que par ailleurs, ils ont financé pendant des années les pires attaques contre la science du climat. Et puis vous avez aussi, vous l'avez sans doute vu, la migration progressive, encore modeste, mais qui s'accélère, des placements en bourse dans les titres chargés de combustibles fossiles, et en particulier des compagnies qui l'extraient et les vendent, vers des industries qui fabriquent qui participent à un embryon d'économie verte, en particulier en matière énergétique. La décision la plus spectaculaire jusqu'à présent ayant été celle du fonds souverain norvégien, qui a quasiment 1000 milliards de dollars de placement, qui a décidé de quitter en tout cas dès à présent le charbon. Dont l'origine est le gaz. Oui. Ce qui est légèrement paradoxal. Oui, absolument. Et, vous m'avez expliqué que
vous compreniez par exemple qu'il faut aussi accueillir ceux qui ont péché. En général, c'est plus Soyons efficace. pragmatiques. AXA vient de faire la même démarche. Alors la Chine. Moi, je ne connais pas personnellement la Chine, enfin très peu, mais j'ai deux personnes qui m'en parlent, qui toutes les deux font partie du Conseil de l'environnement du Premier ministre Li Qiang. C'est Laurence Dubiana et Nicolas Stern. Et ils disent qu'en Chine, ils ont peur. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient au premier rang des victimes du changement climatique, qu'ils étaient très mal armés, compte tenu de la nature de leur industrie, pour faire face, et que par conséquent, il faut absolument qu'ils essayent de changer le cap du tanker tant qu'il en est encore temps. On en aura peut-être une illustration demain par une déclaration du président Xi à Washington. Je ne veux pas être trop long, je vais donc essayer de conclure d'une manière plus générale. Le cas suédois étant seulement le cas d'un poisson pilote, mais c'est un poisson pilote qui nous montre un chemin intéressant. En matière scientifique et technologique, on a presque tout l'arsenal dont on a besoin. Presque tout, parce qu'il y a encore quelques pièces importantes qui manquent et qu'il faudrait avoir. Un exemple, c'est le stockage de l'énergie électrique. Mais on ne fait plus seulement maintenant des stations de pompage dans les montagnes, mais on les fait dans la mer. Donc ça élargit les possibilités.